Cette mission qui a produit un rapport qui s'intitule Transformer l'essai de l'innovation, un impératif pour réindustrialiser la France. Rappelez que ce rapport il a été adopté à l'unanimité des groupes politiques du Sénat, de chaque côté de l'hémicycle. Tous les membres de la mission ont voté le rapport qui est d'ailleurs disponible en ligne sur le site du Sénat.fr. Vous avez tous les éléments, donc un essentiel, un rapport complet, les auditions. Vous avez vraiment l'ensemble des éléments qui ont conduit à produire ce document. Qu'est-ce qui nous a amené à travailler autour de ce sujet? Je crois que c'est tout d'abord l'incapacité qu'a eu la France à un moment à développer un vaccin contre le Covid-19 qui nous a peut-être envoyé la figure qu'on n'était peut-être pas parmi les grands leaders de l'innovation, contrairement à ce qu'on avait pu penser à un moment donné. Et doit-on rester pour autant cantonné dans un rôle de fournisseur d'innovation technologique qui sont de qualité mais qui sont bon marché, puisqu'elles sont ensuite transformées par des entreprises étrangères et qu'elles nous reviennent sous forme d'importation qui ne font que dégrader notre balance commerciale et malheureusement on est aujourd'hui dans une dégradation permanente de cette balance commerciale. Donc c'est pour essayer de sortir de cette impasse que cette mission dont le titre était un petit peu provocateur au départ, puisque c'était Excellence de la recherche et de l'innovation, pénurie de champions industriels, chercher l'erreur française. Alors on n'a pas donné ce titre au rapport d'information parce qu'il aurait été trop provocateur. Et on le voulait plus positif malgré tout aussi. On est tombé avec cette mission d'information sur ce paradoxe. Le pays, il investit massivement en faveur de l'innovation, mais pour des performances industrielles qui sont mitigées. Et donc, notre volonté, c'était de déboucher sur des propositions, et on terminera là-dessus tout à l'heure. On a de nombreux dispositifs qui ont permis d'avoir un écosystème qui est assez dynamique, autour de la French Tech notamment, puisqu'aujourd'hui, c'est 20 000 startups, alors qu'il y en avait 1000 en 2013. Et plus de 11 milliards qui ont été levés donc en capital risque en 2021. Mais ce que nous avons constaté et ce que nous avons regretté, c'est que les principaux bénéficiaires de ces investissements, ce sont essentiellement les entreprises du numérique, puisque sur 26 licornes, vous le savez, il y en a une seule qui est industrielle. Il nous semblait, au cours de cette mission, que 4 conditions devaient être remplies au préalable pour que les mesures que nous souhaitions proposer puissent soutenir la croissance des entreprises innovantes dans le secteur industriel. La première des conditions qui est un préalable, et ce n'est pas la vice-présidente ici qui va me démentir, c'est que le pays investisse massivement dans la formation et dans la recherche. Le constat que l'on a fait, c'est qu'effectivement, il y a bien eu la LPR il y a 2 ans, mais qu'elle était notoirement insuffisante et qu'elle traitait le volet recherche, mais que le volet éducation n'y était pas. Or, c'est un tout indissociable. Je crois qu'il y a vraiment une vraie loi de programmation pluriannuelle à porter, avec des moyens rapides. Donc ça, nous tenons à le rappeler. Le deuxième prérequis, c'est d'appuyer sur la nécessité de réindustrialiser notre pays par l'innovation. Pour rappel, l'industrie, c'était 28% du PIB en 68. On est tombé à 10% en 2018. Nos voisins allemands, c'est 20%. L'Italie, c'est 15%. Donc, ce niveau inquiétant de désindustrialisation, ça a eu des conséquences, bien sûr, sur l'emploi, mais également sur l'innovation, puisque... ne pas oublier que 70% des dépenses privées de R&D sont aujourd'hui portées par l'industrie manufacturière. Donc, la politique de recherche et d'innovation que doit porter la France, elle doit être orientée pour nous vers la réindustrialisation du pays. Pour des questions, des questions d'emploi, des questions d'autonomie, autonomie alimentaire, autonomie sanitaire, enfin, si vous voulez, tous les arguments que l'on entend depuis le Covid et même avant, mais qui ont été en plus amplifiés par toutes les crises que l'on vient de traverser, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit la crise économique, la crise climatique, montrent qu'effectivement la relocalisation est un impératif. Le troisième prérequis, c'est la diffusion pour nous de la culture, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc il faut élargir absolument le vivier des innovateurs potentiels avec des politiques ciblées
en faveur des filles, c'est un point qui a été mis en avant souvent. En faveur aussi des populations les plus défavorisées, des quartiers, des territoires ruraux. Et aujourd'hui, on constate avec quand même presque de l'effroi que certains territoires ruraux ont un taux de poursuite d'études qui est bien inférieur à ce que l'on retrouve dans les métropoles, par exemple. Et c'est normal, alors qu'aujourd'hui, il y a des talents dans ces territoires qui n'accèdent pas, je dirais, à des formations supérieures, voire des formations d'excellence. Il faut aussi peut-être changer une approche, et je pense, en évoquant ce sujet-là, à une audition que nous avons faite avec 4 femmes directrices de recherche, qui étaient pour 2 des pays nordiques, une portugaise et une brésilienne, et qui ont dit on ne comprend pas en France cette peur de l'échec. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, les écoliers, les collégiens, les lycéens ont peur de l'échec. C'est-à-dire qu'on a plus peur de l'enseignant que presque d'autres choses. Et de la sanction parfois qui peut tomber sur les résultats ou autres. Et donc, cette peur de l'échec, ça inhibe la prise de risque. Et on sait bien qu'un des moteurs de l'innovation, c'est la prise de risque. Donc, c'est une question aussi d'approche plus globale. Et avec, effectivement, je le rappelais, hein, une vraie inégalité territoriale. Une égalité de genre, mais une vraie inégalité territoriale. Le 4e prérequis, c'est mettre en place une véritable stratégie de l'innovation. Et là, je sais que dans la salle, vous suivrez cette approche. La France a une vision qui est vraiment trop linéaire de l'innovation, puisque elle amène les pouvoirs publics à soutenir essentiellement des appels à projets, qui ne permettent pas de construire des feuilles de route industrielles cohérentes, longitudinales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille par à-coups, avec beaucoup d'énergie dépensée dans l'ingénierie, avec parfois des ruptures qui ne sont pas forcément bénéfiques. On l'évoquait tout à l'heure en préambule quand je suis arrivé. Donc, nous avons fait 67 auditions. Donc, si vous voulez, on a eu quand même le temps d'écouter vraiment tous les acteurs de la chaîne de l'innovation. Donc, si on devrait retenir 4 ou 5 points, donc c'est le rôle des écosystèmes territoriaux, pilotés par les régions. N'oublions pas le rôle que les régions peuvent tenir. Aujourd'hui, il y a des régions qui sont très en pointe dans le soutien à l'innovation. Et je crois que ce sont des partenaires incontournables. Beaucoup de chercheurs, d'universitaires le savent et d'entreprises le savent ici dans cette salle. Il faudrait aussi privilégier une approche holistique qui combine des dispositifs de soutien au projet en amont et une capacité à appuyer les phases d'industrialisation qui sont en aval de ces projets. N'oublions pas la dimension européenne dans le soutien public à l'innovation non plus, qui est un des leviers essentiels. Et aussi travailler sur la gouvernance, parce qu'en France, on a parfois le don de compliquer les choses. Ce qu'on revendique, nous, c'est d'aller vers des circuits courts, avec une évaluation régulière et pas une évaluation pas systématiquement exemptée, avoir aussi de l'évaluation ex post et de l'évaluation linéaire qui permettent d'accompagner en quelque sorte les porteurs de projets. Donc on a fait un certain nombre de propositions. C'était quand même le but de la mission. Ce n'était pas de produire un énième rapport. Il y en a déjà beaucoup qui ont été produits. La bibliographie, elle est riche sur le sujet. Mais l'idée, c'était d'être sur des propositions, et des propositions, alors avec une contrainte aujourd'hui, qui est un périmètre budgétaire constant. Et si vous voulez, là, on est en train, demain s'ouvre, demain, le 17, s'ouvre le PLF donc au Sénat, l'analyse du PLF, et une des contraintes, c'est effectivement que l'enveloppe budgétaire n'évolue pas. Donc, aujourd'hui, 2/3 des dépenses en matière de soutien et d'innovation sont des incitations fiscales, à travers bien sûr l'incontournable crédit impôt recherche, dont la dépense annuelle est de 6,6 milliards d'euros. Or, ce que l'on a constaté, c'est que son efficacité, elle est inversement proportionnelle à la taille des entreprises. Donc, des études de 2019 montrent qu'1 euro dans le crédit impôt recherche aux PME, c'est un accroissement de 1,4 euro de dépenses de R&D. Si on fait ce même euro vers les grandes entreprises, eh bien, on tombe à 40 centimes d'euros de dépenses de R&D. Donc, le gap est quand même important. Donc, le CIR, on le sait, c'est essentiellement les grands groupes.
10% des bénéficiaires les plus importants perçoivent 70% du montant du crédit impôt recherche. On ne peut plus se permettre de dépenser cet argent public, si vous voulez, sans regarder d'un peu plus près, je dirais, la bonne utilisation. Et je dirais encore moins céder peut-être au chantage de la délocalisation qui a pu être évoqué à de nombreuses reprises par des grands groupes. On a longtemps vu le CIR comme un moyen de compenser une fiscalité des entreprises qui était jugée un peu trop forte en France. Elle a évolué, hein, il y a eu des corrections qui ont été apportées, le taux de l'impôt sur les sociétés a baissé. Donc, il ne faut pas que le CIR devienne une rente de situation. Oula, je n'ai rien fait, bon. Voilà, peut-être, écoutez... Vous n'avez pas la chanson pour danser. Donc ça. Et donc, il faut absolument que l'on puisse le réorienter. Donc... quelques propositions que nous avons faites et qui se retrouvent. Les amendements sont partis de ma boîte mail par ma collaboratrice ce matin pour signature des collègues, puisque donc avec donc bien sûr Vanina Paoli-Gagin comme co-signataire, hein, nous portons ensemble ces propositions. Donc sur le crédit impôt recherche, nous ce que nous proposons, c'est au-delà du plafond des 100 millions d'euros de recherche et développement, de le supprimer et de l'augmenter à due concurrence en deçà de ce plafond. Alors, on ne fait pas plaisir à tout le monde, hein. On le sait. On le sait. L'idée, c'est bien pour nous de favoriser des PME innovantes pour lesquelles le CIR peut avoir un vrai effet de levier en matière de recherche et de développement et d'innovation, mais également en termes d'emploi. Deuxième proposition aussi qui n'est pas neutre, c'est calculer le crédit impôt recherche au niveau de la holding de tête pour les groupes qui pratiquent l'intégration fiscale. Aujourd'hui, si vous voulez, ce serait pour nous une mesure d'équité fiscale parce que donc, les entreprises qui consolident leurs résultats pour le calcul donc, de leurs bénéfices, afin que les pertes des filiales compensent les résultats de certaines autres. Enfin bref, c'est le principe de l'intégration, on ne va pas revenir dessus. Hein. Pourquoi donc peuvent-elles le calculer au niveau de chaque filiale? Donc, si leurs résultats sont consolidés au niveau de la holding de tête, eh bien, le calcul de tête, le calcul du CIR, on préconise qu'il soit fait lui aussi au niveau et qu'il soit consolidé au niveau de la holding de tête. En ce qui concerne le crédit impôt innovation, donc nous proposons de porter son plafond à 800 000 euros afin de mieux accompagner donc, le passage à l'échelle de PME innovantes. Notamment pour parfois permettre le financement de démonstrateurs qui peuvent s'avérer relativement coûteux. Nous proposons également d'instituer donc un crédit d'impôt dans la limite de 35 000 euros à destination des PME. Donc c'est une enveloppe de 120 millions d'euros qui est prévue pour financer ce dispositif avec le principe du premier arrivé, premier servi. Parce que de toute façon, bon, l'enveloppe ne peut pas être extensible, il faut bien à un moment borner les limites. Donc ce crédit d'impôt, il vise à couvrir les dépenses de diagnostic et de conseil de développement technologique réalisées par un organisme agréé tel que les centres de ressources technologiques, ainsi que les dépenses de prestations technologiques, notamment pour mettre au point une innovation. Le taux de crédit d'impôt proposé, c'est 85%, ce qui veut dire qu'au final, seulement 15% des dépenses ont vocation à rester à la charge des entreprises. Au total, celles-ci pourraient bénéficier d'une manne qui pourrait aller jusqu'à 30 000 euros. Nous avons également prévu le remboursement de ce crédit seulement dans l'année en cours sur présentation des factures afin de limiter les durées l'avance de trésorerie faite par les entreprises. Bon, on verra comment les services fiscaux mettront tout ça en musique derrière. Hein. Il y a un côté technique qui est un peu compliqué. Ce n'est pas le rôle de nos amendements. On espère qu'avec ce dispositif, on élargira le vivier des bénéficiaires donc, qui parfois peuvent être rebutés par ces dispositifs. Hein. On espère, et ça marche à côté, hein. Il existe en Belgique un système identique qui fonctionne très bien. Hein, ça, on s'en est inspiré, on a évalué, on a essayé de savoir comment cela pouvait être perçu par les entreprises. Donc ce crédit d'impôt poursuit les mêmes objectifs que ce dispositif qui est en vigueur en Belgique. Bon, ça c'est sur le côté législatif, les amendements sont partis.
on verra comment ils seront pris. J'avoue que bon, c'est compliqué. Le crédit impôt recherche, alors c'est compliqué. Bon, l'exécutif nous annonce des dispositions en 2024. On a l'impression qu'ils ont envie de jouer la montre un petit peu. Parce que si vous voulez, dans la mesure où on ne peut pas, où le périmètre budgétaire est constant, si vous voulez, on ne peut amener de nouveaux dispositifs qu'en écrétant certains. Hein. Mais après tout, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. On parlait de diffuser dans les territoires, de diffuser vers les PME. Bah, si vous voulez, je crois que il faut que l'on soit cohérent sur le sujet. Je ne vais peut-être pas m'appesantir sur d'autres éléments du rapport, vous pourrez les trouver, mais pour citer les plus importants, on a insisté sur le fait qu'il fallait mobiliser la commande publique, aussi sur l'intégration dans la démarche RSE des entreprises, des grandes entreprises, des grands groupes, leur démarche de grands frères, hein, en quelque sorte, hein, ou de grandes sœurs, pour qu'elles accompagnent effectivement des PME innovantes et pas simplement en cherchant à utiliser leurs innovations, ou voire même dans certains cas à les intégrer purement et simplement. Donc il y a une dimension aussi quant à l'accueil de sites clés en main pour accueillir des entreprises sur des plateformes sans qu'il y ait des délais administratifs qui courent, avec des études d'impact, avec des durées d'instruction de dossiers qui font que quand on dit OK, on est prêt, l'entreprise est déjà partie, a déjà vu ce qui s'était mis aux États-Unis ou en Asie. Hein, donc voilà pour l'essentiel. Le reste, c'est des mesures un peu plus techniques, un peu plus réglementaires. Donc on espère vraiment que dans le débat qui va avoir lieu au Sénat, ces éléments puissent vraiment être portés par une majorité sénatoriale, qui ne sera pas forcément la majorité sénatoriale telle qu'elle est actuellement, mais une majorité sénatoriale, notamment une majorité composée d'un certain nombre d'élus des territoires qui devraient réagir positivement à la démarche qui est la nôtre dans cette volonté qu'il y a d'aller à la fois vers les PME et vers les territoires. Ouais.